Bon, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. On commence cette séance et, comme vous pouvez le voir, je suis ici en tant que président de la fondation du Collège de France. Et évidemment, je suis très très heureux d'être avec vous et de vous accueillir à l'occasion donc de cette matinée. Bon. J'imagine qu'il n'est pas besoin de vous présenter le Collège de France, vous le connaissez bien. Votre fidélité, d'ailleurs, est un élément majeur pour nous. Et évidemment, vous savez que nous essayons de poursuivre avec toute l'ambition, l'exigence possible, notre mission de recherche au plus haut niveau et de diffusion des savoirs de notre enseignement. Voilà. Donc la Fondation est un outil majeur pour pousser le collège, pour aider le Collège de France. Le résultat sur maintenant une douzaine, 14 ans de vie de cette fondation, c'est une centaine de projets qui ont été soutenus, un financement de plus d'une centaine de chercheurs, grâce aux dons. Et pour ça, il faut une équipe. Et je voudrais en profiter ici, puisqu'il peut vous arriver d'être en contact avec cette équipe. Donc les membres de l'équipe qui sont ici présents, Marie Chéron, qui est la directrice de la Fondation, Julie Barbarou, qui est la directrice adjointe. On a une toute petite jeune collaboratrice qui vient d'arriver. Vous aurez l'occasion de la rencontrer. Mathilde Lano, qui est responsable des relations avec les donateurs, et Nice Bernier, qui est en charge du mécénat. Voilà, vous les avez rencontrés ce matin, certains d'entre vous les connaissent. Si vous avez des questions, et j'ai oublié, excusez-moi, Christine Capron, qui est notre gestionnaire, donc vous pouvez les rencontrer, discuter avec eux à la sortie de cette réunion. Voilà, je vous remercie non seulement d'être ici présent aujourd'hui, mais je vous remercie en effet pour votre générosité. Vous savez que avec tous les défis qui nous sont proposés aujourd'hui à l'échelle nationale et internationale, une des réponses, pas la seule, mais une des réponses importantes, c'est la recherche, la technologie, l'innovation. Recherche, évidemment, moi je suis chimiste, mais recherche dans toutes les disciplines. Hein, c'est la particularité du Collège de France d'offrir des recherches et de l'enseignement dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine des sciences sociales et des sciences physiques et biologiques. Mais la compétition est extrêmement dure et évidemment, une institution comme le Collège de France, qui a à la fois des atouts et en même temps des faiblesses. C'est une petite institution, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Voilà, a encore l'ambition de se placer parmi les meilleures institutions de recherche et d'enseignement du monde. Et pour ça, on a besoin de vous, et vous êtes là, et encore merci. Voilà. Alors, je ne vais pas en dire plus, et je vais passer la parole à Jean-Jacques Hublin. Voilà un exemple de ce que vos dons et ceux d'autres ont pu contribuer à faire avec l'arrivée de Jean-Jacques, alors que certains d'entre vous connaissent depuis longtemps, mais il est maintenant titulaire d'une chaire permanente. Hein. Vous savez, il y a des chaires annuelles, il y a des chaires pluriannuelles, et maintenant Jean-Jacques est avec nous de façon permanente. Et en effet, c'était assez formidable qu'il ait l'ambition de s'installer dans les murs du Collège de France, de créer une activité de recherche au collège. Et pour ça, il faut des moyens. Et c'est une des actions que nous avons pu mener, d'aider un peu, enfin pas suffisamment sans doute, mais d'aider un peu Jean-Jacques à
démarrer des activités. Voilà. Alors, à nouveau, merci pour lui. Et donc, Jean-Jacques Hublin va nous donner une conférence, une très belle conférence, comme il a l'habitude d'en donner. Le titre, je ne sais plus, il n'est pas là, mais je vous le donne, « Sapiens, Néandertal et les autres ». Donc, Jean-Jacques Hublin est paléoanthropologue, notamment auteur de nombreux travaux sur les Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes. Et il a joué un rôle pionnier dans le développement de la paléoanthropologie et qui fait appel à tout un tas de techniques, en particulier d'imagerie et à l'informatique, pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Et il s'est aussi intéressé à l'évolution des rythmes de croissance et au développement cérébral chez les hominidés, ainsi qu'à l'histoire de sa discipline. Voilà, donc par le biais de cette conférence, mais également grâce aux articles récemment publiés sur le site internet de la Fondation ou dans notre newsletter, nous espérons à cette occasion donc vous faire connaître encore plus la diversité et la recherche et la richesse des recherches soutenues par la Fondation grâce à vous. Encore merci et bonne conférence. Et Jean-Jacques, je te laisse le plateau. Bonjour et merci de venir m'écouter ce matin. Avant de commencer, je voudrais ajouter à ce que Marc Fontcave a dit mes propres remerciements pour la Fondation du Collège de France, c'est-à-dire mes remerciements pour vous qui avez contribué à faciliter mon installation ici au Collège de France quand je suis arrivé et qui m'a permis d'établir l'embryon d'une équipe de recherche. On m'a demandé de présenter quelque chose d'assez grand public et j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce dont je voulais vous parler ce matin. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire un panorama, en fait, de proposer un panorama assez rapide des groupes d'hominines fossiles sur lesquels j'ai travaillé au cours des 20 dernières années. Et grâce à cela, de vous montrer un petit peu comment la recherche dans ce domaine a pu évoluer. Alors, j'ai reconnu parmi vous certains fidèles de mes cours, donc pardonnez-moi par avance si vous entendez des choses que vous connaissez déjà. Pour ceux qui sont, j'allais dire, moins familiers de la discipline, ce qui est très important de comprendre à propos de l'évolution humaine, c'est que ça n'est pas un phénomène linéaire. C'est-à-dire on ne part pas d'une sorte d'homme-singe pour arriver à l'homme actuel, comme on l'a très longtemps imaginé d'ailleurs. Je pense que tous, vous avez vu cette sorte de parade des hommes fossiles qui se suivent à la queue leu-leu pour aboutir à un homme actuel plus grand, plus beau, plus intelligent. Alors en réalité, on a affaire à un buisson très complexe d'espèces. Et aujourd'hui, je vais limiter mon propos à ce qui s'est passé au cours des derniers, disons, 500-600 000 ans. Et vous voyez que même en se limitant à cette période très récente, c'est ce qui est présenté sur ce tableau-là, eh bien, on a toute une variété de groupes d'hominines. Alors, on a un petit peu de mal à décider ce que ça représente. Est-ce que ce sont des véritables espèces, au sens où on l'entend en biologie? Toujours est-il que, je reviendrai là-dessus, la diversité que toutes ces formes représentent est quelque chose qui est bien plus grand que ce qu'on peut connaître dans le monde actuel. Dans le fond, les hommes des divers continents peuvent présenter des caractères souvent liés à l'adaptation d'ailleurs au milieu dans lequel ils vivent. Mais là, on a affaire à quelque chose de quand même très différent. Et juste pour vous illustrer ce propos, voilà une petite créature qu'on appelle Homo floresiensis. Il est représenté par cette barre bleue là ici. Vous voyez que c'est une créature quand même très très différente d'un homme ou d'une femme actuelle. Et cette espèce, parce que là on est persuadé que c'est bien une espèce différente, d'hominine, vivait il y a encore 50 000 ans. On me dirait 50 000 ans c'est beaucoup, mais à l'échelle du million d'années, c'est pas grand-chose.
Et donc cette espèce de petit hobbit, c'est comme ça qu'on l'a surnommé, vivait encore en Indonésie il y a à peu près 50 000 ans. Alors non seulement c'est un être de petite taille, mais surtout il a un cerveau qui est à peine gros comme, disons, une grosse orange, hein, 3 fois plus petit que le cerveau d'un homme actuel, même encore moins que ça. Et donc, c'est quelque chose qui, vous voyez, s'enracine dans cet arbre, ce buissonnement d'espèces. Alors, on connaît d'autres espèces de ce genre-là, c'est-à-dire des formes qui sont des formes à petit cerveau. Je vous cite une autre espèce qui a été découverte il n'y a pas très longtemps dans 2 sites sud-africains où on a trouvé dans des karstes très profonds. D'ailleurs, on se demande un peu comment ils sont arrivés là. Des quantités d'ossements, on a des milliers de restes, hein. Là encore, d'une forme à petit cerveau qui a survécu, alors moins longtemps que l'Homo floresiensis, mais il y a encore 300 000 ans. On avait des Homo naledi qui vivaient en Afrique du Sud. Alors, à côté de ces formes-là, il y a des espèces que vous connaissez mieux, dont vous avez souvent entendu parler, en particulier l'homme de Néandertal. Évidemment, notre propre espèce, donc là, ce crâne avec un cerveau rouge, c'est un homme de Néandertal. Ça, c'est un homme actuel. Une espèce dont je vais vous parler, ou un groupe d'hominines dont je vais vous parler dans quelques instants, les Denisoviens. Et ces formes-là se distinguent de ces Homo naledi, de ces Homo floresiensis, par le fait que ce sont des formes à grand cerveau. Et quand je dis à grand cerveau, ça veut dire que souvent, on trouve des individus fossiles assez anciens qui ont des cerveaux plus grands que les cerveaux d'hommes actuels. Et on va parler un petit peu de cette question. Ce que montre ce diagramme, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas la taille du cerveau dans l'absolu, c'est la taille du cerveau rapportée, alors avec une équation qui est un petit peu compliquée, mais rapportée à la taille corporelle, parce qu'évidemment, ça compte énormément de prendre cela en considération. Et vous voyez qu'au cours, disons, des derniers 500 000 ans à peu près, on a un décollage vraiment de ce coefficient d'encéphalisation avec des valeurs ici autour de 5, 5,5 pour ce coefficient d'encéphalisation chez les Néandertaliens, chez les Homo sapiens et puis chez ces Denisoviens. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce coefficient ? Mais en fait, c'est un coefficient qui exprime le rapport entre la taille observée et la taille attendue chez un mammifère moyen de taille équivalente. Donc, vous vous donnez une idée, hein, chez un chien, le coefficient d'encéphalisation, c'est 1. Donc le chien a le cerveau moyen d'un mammifère de la taille d'un chien. Et nous avons un cerveau qui est, vous voyez, 5-6 fois plus gros, et ça entraîne un certain nombre de complications. Alors, toutes ces formes à grand cerveau, en fait, ont un ancêtre commun vers 600-700 000 ans avant le présent, et elles ont divergé les unes par rapport aux autres. Néandertal et Denisovien sont 2 groupes qu'on appelle des groupes frères, c'est-à-dire qu'ils sont assez proches, en fait, et ils ont évolué en Eurasie. Et puis, on a notre espèce, à nous, qui est un petit peu plus éloignée des 2 autres, hein, qui a divergé plus tôt, et qui, elle, a une origine africaine. Je vais tout de suite vous donner la fin de l'histoire. Hein. La fin de l'histoire, c'est qu'on a donc des ancêtres des hommes modernes qui ont évolué en Afrique, sans doute un petit peu au Proche-Orient, pendant très longtemps, plusieurs centaines de milliers d'années. Et pendant ce temps-là, en Eurasie, on a donc ces fameux Néandertaliens et ces fameux Denisoviens. Et ce qui va se passer à l'issue de cette longue évolution, eh bien, c'est que ces Homo sapiens, ils vont sortir d'Afrique, ils vont pénétrer dans le territoire de ces autres formes d'hominines et ils vont les remplacer. Alors, vous allez voir que c'est un remplacement un peu avec des fuites, hein, parce qu'il y a des mélanges, il y a de l'hybridation qui se produit, mais essentiellement, ils vont les remplacer. Et puis surtout, ils vont coloniser
des territoires où il n'y avait jamais eu d'hominines auparavant. Et ça, c'est vraiment, enfin je crois, probablement la question essentielle pratiquement pour la paléanthropologie, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi, après 7 millions d'années d'évolution, tout un buissonnement d'espèces, c'est-à-dire que quand on remonte dans le passé, pratiquement à n'importe quelle époque, on a plusieurs espèces d'hominines contemporaines dans des régions différentes, mais parfois sur un même continent, par exemple en Afrique. Et puis, dans le fond, la question, c'est pourquoi, à un moment donné, une de ces espèces remplace toutes les autres. Et c'est probablement, enfin, je pense, non seulement l'événement le plus important dans l'évolution humaine du dernier million d'années, mais probablement l'événement le plus important de toute l'évolution humaine. Et c'est une question qui, évidemment, attise énormément l'intérêt des scientifiques, c'est-à-dire de comprendre vraiment quel est non seulement le mécanisme de ce remplacement, mais en fait les raisons fondamentales. Alors, ce qu'on sait, évidemment, je vous ai parlé de cette colonisation de milieux qui étaient hostiles, dans le fond, pour ces espèces à l'origine tropicale. Eh bien, évidemment, il y a le développement de la technologie, donc ces homo sapiens, ces hommes qu'on dit modernes, ils ont été capables de développer toute une série de techniques, non seulement pour aller vivre au Groenland, mais vous savez que nous sommes allés sur la Lune et nous irons peut-être sur Mars un jour. Donc, dans le fond, de créer des micro-environnements viables que l'on peut transporter avec nous, si je peux dire, donc une modification de l'environnement. Et puis, cela se fait donc par la technologie, mais aussi par une capacité assez extraordinaire qu'ont les hommes de créer des réseaux de solidarité. Alors, ce sont des réseaux, évidemment, tout le monde a à l'esprit le réseau familial ou de la famille étendue, mais ce qu'on voit se développer singulièrement chez ces homo sapiens, c'est la capacité de créer des liens avec des individus, des groupes très éloignés et des individus ou des groupes que l'on ne connaît pas forcément, j'allais dire, personnellement. On va commencer la revue de ces trois groupes par les hommes de Néandertal. Alors l'homme de Néandertal, c'est le premier homme fossile qui a été découvert, bien avant qu'on trouve Lucie, l'Homo erectus, etc. Donc il faut remonter au milieu du 19e siècle. Voilà une photographie du premier crâne d'homme de Néandertal adulte qu'on ait découvert, en tout cas dont on ait la trace historique. Il a été découvert à Gibraltar, dans un gisement qui s'appelle Forbes Quarry. Il est, comme vous le voyez, c'est un crâne qui est très bizarre, enfin qui ne ressemble pas vraiment à un crâne d'homme actuel. Il est resté dans un tiroir quand même assez longtemps, avant que ce géologue anglais qui s'appelait Busk se rende compte qu'en fait ce crâne ressemblait beaucoup à un autre crâne découvert, alors lui en Allemagne, dans la vallée de Néandertal, près de Düsseldorf, qui lui avait tout de suite fait l'objet de travaux et retenu l'attention du public. Et donc on a, depuis le milieu du XIXe siècle, une succession de découvertes. Alors d'abord qui ont confirmé que ces hommes de Néandertal, c'était vraiment une forme différente des hommes actuels. Au début, on n'était pas trop sûr. Il y a des gens qui pensaient que c'était des êtres pathologiques, anormaux, enfin des hommes modernes qui avait eu un développement un petit peu bizarre, mais on a trouvé en Belgique, on a trouvé en France, et en Croatie, en Italie, et donc il était clair qu'on avait affaire à un groupe très différent des hommes actuels, et aussi on a montré que ces hommes avaient vécu dans un passé assez éloigné, associé à des faunes parfois disparues. Je vous dis ça parce que, en fait, c'est important de comprendre que ces hommes de Néandertal qui vivent, dans le fond, un petit peu à la marge du domaine écogéographique des hominines, vous avez compris qu'à l'origine, tout se passe sous les tropiques et en particulier en Afrique. Donc ces hommes qui vivent un petit peu à la marge, en fait, sont ceux qui sont les mieux connus, ceux pour lesquels on a le plus de fossiles. On a beaucoup plus de fossiles d'hommes de Néandertal qu'on a de fossiles
de notre propre espèce. Je parle de formes anciennes. On connaît des hommes de Néandertal, donc en Europe, on a trouvé toute une série. Alors, les points qui sont représentés sur cette carte sont des points pour lesquels, à l'époque où elle a été faite, donc vers 2007, on avait de l'ADN fossile, on va en reparler dans un instant, d'hommes de Néandertal, mais on a beaucoup plus de fossiles que ça. Et puis, donc on a beaucoup de travaux en Europe et puis au Proche-Orient jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis, beaucoup plus récemment, on s'est rendu compte qu'on avait des hommes de Néandertal beaucoup plus loin vers l'Est et que, peut-être de façon épisodique, ces hommes de Néandertal, donc de l'ouest de l'Eurasie, se sont étendus quand les conditions climatiques le permettaient, jusque dans l'Altaï, dans le sud de la Sibérie. Ces hommes de Néandertal, en voilà un. C'est un crâne qui a été découvert dans le sud-ouest de la France, dans une grotte qui s'appelle la grotte de La Ferracie. C'est un crâne d'un homme, vous voyez, d'assez grande taille. Il est présenté ici à côté du fameux homme de Cro-Magnon, qui a été découvert dans la même région, près des Aisies, et qui est plus récent. Donc là, on a un crâne qui est probablement autour de 40-50 000 ans, et là, on a un crâne qui est plutôt autour de 25 000 ans, 30 000 ans. Donc voilà ces fameux Homo sapiens qui ont remplacé les hommes de Néandertal. Si vous montrez ces deux crânes à des enfants de classe primaire, ils vous disent tout de suite qu'ils ne sont pas pareils. Et enfin, j'ai fait l'expérience, j'ai eu l'occasion de parler à des classes comme celle-là, et je suis même étonné, parce que les enfants reconnaissent, par exemple, dans la morphologie faciale, comme ça, à l'œil, ils voient très bien, morphologiquement, en quoi les hommes de Néandertal sont différents des hommes modernes. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez notable, c'est-à-dire que bien que la divergence entre les ancêtres des hommes de Néandertal et puis les ancêtres des Homo sapiens, je vous ai dit, c'est quelque chose qui remonte à 600 ou 700 000 ans, eh bien, on a une divergence, alors, les biologistes disent phénotypique, c'est-à-dire une différence dans l'aspect, dans les caractères, qui est extrêmement rapide. Pour vous donner un point de comparaison, voilà ici deux crânes, qui sont des crânes de chimpanzés communs et de chimpanzés nains. Ce sont deux espèces de chimpanzés qui vivent en Afrique de part et d'autre du fleuve Congo. Ce sont deux espèces qui ont divergé il y a 2 millions d'années à peu près. Alors, je ne sais pas qui parmi vous est capable de me dire la différence entre le crâne de chimpanzé nain et le crâne de chimpanzés communs, mais ce n'est pas du tout évident au premier coup d'œil. Et il faut vraiment les regarder de près. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a cette divergence très rapide. Et j'insiste là-dessus, ces formes comme les hommes de Néandertal ou les Denisoviens sont vraiment très différentes de nous à des tas de points de vue. Par exemple, ce petit os, c'est un osselet de l'oreille moyenne, qu'on appelle l'enclume. Vous savez que vous avez toute une série d'osselets dans l'oreille moyenne qui permettent la transmission du son depuis le tympan jusqu'à l'oreille interne. Eh bien, on peut, en plaçant des repères géométriques sur cet os, utiliser des outils mathématiques pour, dans le fond, calculer les variations de forme et les distances entre la forme de différents osselets de l'oreille interne qui viennent de différents individus ou de différentes espèces. Et ce diagramme, dans le fond, représente, dans un espace à 3 dimensions, eh bien, ces proximités morphologiques ou, au contraire, ces différences. Et vous voyez que, voilà ici une sorte de polyèdre avec tous les hommes modernes qu'on a pu étudier, qui sont assez proches les uns des autres. Ils sont différents de ce qu'on va trouver chez un gorille ou chez un chimpanzé pour cet os de l'oreille interne, de l'oreille moyenne. Vous voyez que les Néandertaliens, on a pu mettre la main sur une douzaine d'enclumes de Néandertaliens. Eh bien, les Néandertaliens sont aussi différents des hommes actuels que les gorilles et les chimpanzés. Donc on a quand même une distance morphologique très très grande. Alors on s'intéresse beaucoup
sur les raisons de cette dérive, cette divergence très très rapide, et on pense que certainement l'environnement y est pour beaucoup. D'abord, je vous l'ai dit, les Néandertaliens vivent dans des latitudes moyennes, donc assez loin des zones tropicales, et donc il y a des aspects d'adaptation au milieu. Par exemple, les proportions corporelles qu'on trouve chez des Néandertaliens, c'est des proportions corporelles qu'on va retrouver aujourd'hui justement chez les fameux Inuits là, que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire des proportions très massives avec un tronc important, des membres plus courts. Mais on pense aussi qu'il y a un autre phénomène qui s'ajoute à ça et qui est lié à la démographie de ces formes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, depuis 7 millions d'années, voilà une courbe qui vous montre les variations du climat. Vous voyez que le climat a pas mal changé au cours du temps. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre que depuis 7 millions d'années, on va plutôt vers du plus froid. Donc le climat a tendance globalement à se refroidir, mais avec des oscillations qui sont des oscillations de plus en plus fortes. Donc, alors cette courbe, évidemment, ne prend pas en compte les épisodes récents du changement climatique liés à l'émission de gaz à effet de serre par les hommes. Et vous voyez qu'au cours des derniers 500 000 ans, on a des sauts très très importants, et en particulier dans les moyennes latitudes, ça s'est traduit par le développement de masses glaciaires très très importantes. Vous avez entendu parler de ces glaciations. Elles aboutissent à une baisse des niveaux marins, donc des territoires, par exemple cette zone entre l'Angleterre, l'Irlande et la France qui est émergée quand il y a des épisodes glaciaires. Et puis surtout, vous voyez, ces zones en pointillés sont des zones où, pendant les épisodes glaciaires, on a un pergélisol, c'est-à-dire un permafrost, un sol qui reste gelé en profondeur, même l'été. Et, disons, jusqu'à des périodes récentes, les hommes n'ont pas été capables de vivre sur ce genre, en particulier les Néandertaliens, dans ce genre d'environnement. Et donc, au fil de ces oscillations climatiques, on a des contractions très importantes de la population. Donc non seulement ce sont des populations qui sont relativement isolées, mais en plus, elles voient leur effectif se réduire considérablement. Et quand on réduit énormément l'effectif d'une population vivante, de n'importe quelle créature, eh bien, il se produit un phénomène qu'on appelle un phénomène de dérive génique, c'est-à-dire que, dans le fond, les individus qui vont passer à travers ce goulot d'étranglement vont de façon prépondérante passer leur caractère, en particulier leur trait génétique, aux générations suivantes qui, elles, peuvent être très nombreuses. Et donc, c'est une sorte de fixation de caractère un peu par hasard, un peu comme quand on met sa main dans un sac de billes de toutes les couleurs et qu'on en sort seulement une poignée, on peut n'avoir que 3 ou 4 couleurs. Eh bien, voilà, il y a un appauvrissement génétique et puis la fixation par hasard de certains de ces caractères. Et on pense que c'est un phénomène qui a sans doute joué son rôle chez les ancêtres des Néandertaliens. Alors on en sait de plus en plus sur ces formes, notamment parce que depuis une vingtaine d'années, on travaille beaucoup sur l'extraction d'ADN fossile de restes humains de plus en plus anciens. Et ça, c'est une photo qui a été prise dans l'institut où je travaillais jusque l'année dernière, donc en Allemagne, à Leipzig. Et vous en avez peut-être entendu parler, puisque un de mes collègues de Leipzig a obtenu, il y a quelques jours, le prix Nobel de médecine et de physiologie, justement à cause de ses travaux sur cet ADN fossile. Donc on sait extraire de l'ADN, bon, c'est très compliqué, il y a des problèmes de contamination, de validation des résultats, mais on sait extraire de l'ADN. Et de cet ADN, on peut tirer énormément d'informations. Alors on a maintenant des génomes vraiment complets d'ADN de Néandertal ou d'autres formes fossiles. Quand je dis des génomes complets, je veux dire des génomes qui sont établis avec une précision aussi grande que si on séquençait votre génome là aujourd'hui. Bon. Et on peut en tirer des tas d'informations. Donc,
par exemple, ces informations sur la phylogénie de ces groupes, c'est-à-dire leur parenté. Je vous ai parlé de cette parenté plus grande entre Denisoviens et Néandertaliens, ce point de divergence vers 600 ou 700 000 ans des sapiens par rapport aux deux groupes précédents. Ces dates sont établies grâce en grande partie grâce à l'ADN qui est extrait de ces fossiles. On arrive, en tout cas on essaye de reconstituer un petit peu la démographie de ces groupes. Donc on calcule ce qu'on appelle la taille effective des populations, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'il faut pour expliquer la variabilité à l'intérieur d'une population, la variabilité génétique. Vous voyez que donc là, les bleus, c'est nous, si je peux dire. Enfin, ce sont des populations africaines. On a des tailles de population africaines qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a chez des Néandertaliens. Vous voyez, il y a des populations néandertaliennes en Europe pour lesquelles, vous voyez, des chiffres qui sont des chiffres en centaines. Donc, c'est quand même des groupes qui ne sont pas très, très nombreux. Alors, on arrive à faire des tas de choses. Bon, je ne sais pas si je peux rentrer dans tous ces détails-là, mais par exemple, on peut non seulement évidemment établir le sexe des individus, leur degré de parenté, mais on peut aussi établir le degré de parenté des parents. Là, c'est un exemple d'un os, d'un orteil d'une néandertalienne de l'Altaï. Eh bien, voilà, donc son papa, sa maman, ils étaient, vous voyez, très très proches. C'était des demi-frères et sœurs, ou un grand-père et sa petite-fille, ou une tante et son neveu, enfin, etc. Donc on arrive à accéder à toute cette information. Soit en passant, ça nous donne une image aussi de ces groupes petits, isolés, très, très endogames. Et puis alors une chose tout à fait spectaculaire qu'ont mis en avant ces travaux, c'est qu'on s'est rendu compte, en séquençant l'ADN de ces Néandertaliens, en le comparant à celui des populations actuelles, eh bien que chez les hommes actuels qui vivent hors d'Afrique, on avait un petit peu d'ADN néandertalien dans notre génome. Vous voyez, ça, ce sont nos chromosomes, donc les 23 paires de chromosomes que nous avons dans le noyau de nos cellules. Et toutes ces petites barres rouges sont des endroits dans lesquels, des endroits où on va trouver parfois de l'ADN qui est hérité des Néandertaliens. Et disons, la seule façon que l'on a d'expliquer ça, eh bien, c'est que ce sont des populations africaines qui, en sortant d'Afrique, ont rencontré ces Néandertaliens, se sont croisés avec elles, et donc ont, par la suite, emporté un petit peu de cet ADN dans leur expansion sur le reste de la planète. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette introgression, comme on appelle ça dans le jargon des généticiens, d'ADN néandertalien. Alors d'abord, quand même, quelque chose d'important, personne n'a tout cet ADN néandertalien. C'est-à-dire que ça, c'est, j'allais dire, l'ADN néandertalien de tout le monde représenté sur une série de chromosomes d'un individu. Donc en réalité, vous avez à peu près 2% d'ADN qui vient de l'homme de Néandertal. Et ces 2% ne représentent pas forcément 2% d'ADN, j'allais dire, qui compte beaucoup. Peut-être qu'il y a une grande partie de cet ADN qui est resté là justement parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'importance. On a des caractères génétiques qui ont été sélectionnés positivement, hérités des Néandertaliens, qui sont toujours présents en Europe, en Asie, ailleurs, partout où les hommes modernes sont allés, sont souvent des caractères qui sont liés à l'environnement. En particulier, il y a beaucoup de caractères qui sont liés au système immunitaire. Les gens, quand ils sont arrivés dans des régions où il y avait des pathogènes pour lesquels les populations locales étaient protégées par leur génome, eh bien, assez naturellement, ont conservé cette partie-là du génome. Il y a beaucoup d'histoires de rayons ultraviolets, d'altitude, de couleur de peau, de cheveux, etc. Donc, c'est vraiment des choses liées beaucoup à l'environnement. Mais le fait est que si on prend tous les 2% d'ADN néandertalien
que nous avons ici dans cette salle ou que nous avons dans Paris, dans chaque individu, et qu'on met bout à bout tous ces 2%, en théorie, on devrait reconstituer tout le génome néandertalien. Mais en fait, en pratique, ça ne marche pas. On peut reconstituer à peu près 40% de l'ADN du génome néandertalien. Et la raison de ce déficit, eh bien, c'est que en fait, la sélection naturelle a purgé notre génome de cette contribution néandertalienne dans des endroits qui sont des endroits, j'allais dire, importants de notre génome. Et on reviendra un petit peu sur cette question. Alors, après cette découverte de cette introgression, on s'est énormément intéressé à en quoi c'était, j'allais dire, bien d'avoir de l'ADN néandertalien dans notre génome. C'est pas toujours bien, hein. Parfois, par exemple, avec la Covid, on a vu que certains fragments d'ADN néandertalien facilitaient l'infection par le virus de la Covid. On sait que c'est lié aussi à certaines addictions, sont facilitées par le fait qu'on a tel ou tel bout d'ADN néandertalien. Mais enfin, je vous ai dit, il y a aussi des bons côtés de la chose. Et on s'est peut-être, je pense, pas assez intéressé aux 60% de notre ADN dans lequel il n'y a pas d'ADN néandertalien. Et en fait, de mon point de vue, c'est cette partie-là du génome qui est vraiment importante parce qu'elle nous dit quelque chose sur, dans le fond, les caractères de l'Homo sapiens qui sont vraiment déterminants et peut-être les raisons pour lesquelles les néandertaliens ont été remplacés. Alors, on va maintenant partir beaucoup plus à l'est. Je vous ai parlé de ces hommes de Denisova. Donc ces hommes de Denisova, on les a trouvés pour la première fois dans l'Altaï. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, en 2010, donc j'étais à Leipzig. On était, enfin nos collègues généticiens venaient nous voir pour avoir des restes fossiles, hein, pour extraire de l'ADN. Ils espéraient toujours trouver plus d'ADN néandertalien, avoir un génome mieux déchiffré. Et des collègues russes leur ont proposé des restes, des petits fragments humains qui avaient été découverts dans cette grotte de l'Altaï, qui s'appelle la grotte de Denisova. C'est un endroit très, 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 très beau. Alors vous allez voir, les Russes étaient quand même généreux, mais pas trop. Donc ça, c'est le fragment d'ADN, le fragment osseux humain. Soit étant passant, il faut être un très bon paléontologue pour identifier que ça, c'est l'extrémité d'une phalange du petit doigt d'une petite fille. Voilà. Et donc, au départ, à cause de son âge, à cause du type d'outillage qui était découvert avec ce fossile, on pensait que c'était un autre néandertalien. Et en fait, pas du tout. Ce qu'a montré le séquençage de cet ADN, c'est qu'en fait, on avait affaire à quelque chose qui était différent des néandertaliens, qui avait divergé il y a à peu près 450 000 ans. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a une divergence importante entre les ancêtres africains de l'homme actuel et puis les néandertaliens. Eh bien, dans cette branche eurasiatique, il y a une autre division il y a à peu près 450 000 ans. On a énormément travaillé depuis sur ces Denisoviens. Vous voyez, on arrive vraiment à reconstituer de façon assez précise, grâce aux données génétiques, des mouvements de population venant d'Europe. Hein, donc les bleus, là, sont des néandertaliens et qui, de façon périodique, sont allés vers l'Est et ont rencontré des Denisoviens qui sont ici représentés en rouge. Alors, on a même un individu, alors vous voyez, c'est un individu qui est représenté par pas grand-chose. Ce petit bout d'os, c'est un os qui a appartenu à un individu qui est un hybride de première génération. C'est-à-dire je crois que c'était une femme qui avait des parents qui étaient l'un néandertalien, l'autre dénisovien. Donc cette grotte de Denisova, c'est vraiment intéressant parce que c'est une espèce de post-frontière entre ces deux grands ensembles. Donc on arrive, grâce à la génétique, à reconstituer tout ça.
Mais du point de vue de la morphologie, dans le fond, on ne savait pas trop à quoi ressemblaient ces Denissoviens. Pourquoi ? Parce que voilà, ça c'est le genre de fossiles qu'on trouve dans cette grotte de Denisova. Alors, vous savez, même en étant très très fort, on n'arrive pas à dire grand-chose du point de vue de l'anatomie, de la morphologie. Sur ces Denisoviens, on a des petits bouts de crâne, des dents isolées, des choses comme ça, la fameuse phalange. Mais vous allez voir que peut-être qu'on a quand même plus d'informations que l'on ne croit sur ces Denisoviens. Pourquoi ? Parce que, comme les Néandertaliens, les Denisoviens ont passé un petit peu de leur génome dans les populations d'Homo sapiens qui les ont remplacés. Et quand on regarde la distribution de cet ADN dénisovien dans les populations actuelles, on voit qu'il est surtout représenté dans le sud-est asiatique, en Australie, en Nouvelle-Guinée, dans des régions comme ça. Et il est très improbable que les hommes modernes qui ont peuplé ces régions-là venant d'Afrique soient passés par l'Altaï. Et donc la conclusion de cela, c'est que, en fait, très certainement, ces Denisoviens étaient présents dans toute l'Asie continentale, et notamment dans le sud de l'Asie, et que c'est là que s'est produite cette introgression. Donc, en fait, beaucoup de fossiles qui ont été découverts au cours du siècle passé, notamment en Chine, et dont on ne sait pas trop quoi faire du point de vue de la phylogénie, mais qui sont très bien conservés, sont probablement des Denisoviens. Alors, évidemment, ce qui serait très important, ça serait d'arriver à trouver de l'ADN dénisovien dans ces fossiles pour lesquels on a une morphologie très bien conservée, bien connue, ou alors trouver à Denisova des fossiles mieux conservés. Alors, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de me voir contacté par des collègues chinois qui avaient découvert cette mandibule dans un karst qui est sur le haut plateau du Tibet. Et alors, on a pu, sur cette mandibule-là, alors au début, non pas en étudiant l'ADN, mais en étudiant des protéines qui étaient conservées dans la mandibule, on a été capable de faire le lien avec ces fossiles de Denisova. Et depuis, d'ailleurs, on a trouvé dans les sédiments de cette grotte de l'ADN dénisovien. Et donc, je suis bien persuadé, encore une fois, que ces Denisoviens sont présents en Chine. Et donc, on en a probablement beaucoup plus que l'on ne croit. Alors, dernier groupe dont je voulais vous parler, donc c'est notre espèce, l'Homo sapiens. Les formes les plus anciennes qu'on connaisse, on les a trouvées en Afrique du Nord. Ça, c'est le site de Djebel Irhoud dans lequel nous avons travaillé pratiquement depuis que je suis arrivé à Leipzig. Donc, on a eu la chance de trouver ces plus anciennes formes d'Homo sapiens. Alors, pourquoi on les appelle Homo sapiens ? Parce qu'ils ont des caractères de la face, de la denture, qui les rapprochent beaucoup des hommes actuels. En gros, ces hommes de Djebel Irhoud, ils avaient une face de quelqu'un qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui sur notre planète. Mais à côté de ça, ils ont des caractères primitifs, en particulier dans la forme de leur cerveau. Je vous ai dit qu'on a toutes ces formes dénisoviens, néandertaliens, qui sont des formes avec des cerveaux de plus en plus grands. Et quand on utilise les méthodes que je vous présentais tout à l'heure à propos de notre enclume, on peut l'appliquer à la forme du cerveau aussi. Vous voyez qu'on a un accroissement, c'est ce qui est représenté le long de cet axe horizontal. On a un accroissement constant de la taille du cerveau depuis les Homo erectus jusqu'aux hommes de Néandertal et des formes de sapiens primitives, comme les hommes de Djebel Irhoud. En gardant, du point de vue de la forme et de la structure, quelque chose qui est assez constant. Mais dans notre espèce, et c'est ce qui est représenté par ces polygones bleus, eh bien, on a une divergence très importante.
C'est-à-dire qu'en gros, au cours des derniers 300 000 ans, ces polygones numérotés, ça représente des périodes différentes. Ce qu'on a, dans le fond, c'est 100 changements de taille importants le long de cet axe. On a des changements de forme très importants et on pense qu'il y a une réorganisation, une restructuration et des changements, en particulier dans la connectivité du cerveau. Il y a certaines parties qui se développent beaucoup, par exemple le cervelet. Ces hommes de Jebel Irhoud, ils sont associés à tout un outillage en pierre taillée, qu'on retrouve d'ailleurs dans une grande partie de l'Afrique. Et on pense que, en fait, des formes comme celle de Jebel Irhoud étaient présentes il y a 300 000 ans, probablement un petit peu partout en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces outillages-là, qu'on appelle des outillages du Middle Stone Age, on va voir au cours des derniers, disons, 200 000 ans, on va voir se développer des choses tout à fait nouvelles. Et en particulier, on va voir se développer la présence d'objets non utilitaires. C'est-à-dire des choses qui ne sont ni des outils ni des armes, qui sont des objets non utilitaires. Et on attache beaucoup d'importance à ça. Alors, ce que vous voyez là sont des coquillages d'une espèce, d'un genre qu'on appelle Tricia. Et ceux-là ont été découverts au Maroc sur un site où j'étais encore hier à midi. Et on en trouve parfois de très, très grandes quantités. Alors, pourquoi on s'intéresse beaucoup à ces objets-là ? Eh bien, parce qu'on pense que c'est des objets qui ont une valeur symbolique et qui, en fait, traduisent par leur présence cette complexité sociale dont je parlais tout à l'heure en parlant des caractères de notre espèce, cette capacité à créer des réseaux d'échanges et de solidarité entre individus dans des zones étendues où il y a un partage de croyances communes. Alors, ces Homo sapiens vont sortir d'Afrique. Ils sortent, on pense, au départ essentiellement pour des raisons environnementales. On a de façon périodique un verdissement du Sahara. Et ce verdissement du Sahara, c'est lié à des causes astronomiques et météorologiques de grande ampleur, évidemment, se traduit par un peuplement de cette zone par des hommes du Middle Stone Age. Et comme ces épisodes de Sahara vert ont aussi le même genre d'effet au Proche-Orient, en particulier dans les déserts d'Arabie, eh bien, en fait, de façon, je dirais, un peu passive, ces chasseurs-cueilleurs qui sont adaptés à ces environnements de savane africaine, eh bien, vont pénétrer au Proche-Orient. Et c'est là qu'on a probablement ces premiers contacts entre des populations africaines de sapiens et puis les néandertaliens qui vont aboutir au remplacement de ces derniers. Je vous ai parlé un petit peu de paléogénétique. On a des informations qui nous montrent, en particulier quand on compare différentes parties du génome, qui nous montrent qu'il y a eu de façon ancienne déjà des entrées d'ADN. Alors non pas, tout à l'heure je vous ai parlé de l'ADN néandertalien qui était dans notre génome. Là, ce qu'on voit, c'est de l'ADN d'origine africaine qui rentre dans le génome des néandertaliens. Il s'agit en particulier du chromosome Y, de l'ADN mitochondrial qui est transmis que par les femmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui se produit, vous voyez, de façon très ancienne. Et probablement, déjà à l'époque de ces hommes de Jebel Irhoud, là au Maroc, je vous montrais tout à l'heure, on a déjà des contacts comme celui-là. Alors, cette histoire d'échange d'ADN, c'est quelque chose qu'on connaît dans de nombreuses espèces de mammifères. Hein. Ça n'a rien d'extravagant. On a exactement les mêmes phénomènes qu'on a chez les hommes. On les trouve par exemple chez les ours. Les ours polaires et les ours bruns sont deux espèces qui ont divergé à peu près à la même époque que Néandertal et Sapiens.
Et pour des raisons d'ailleurs identiques, de changements environnementaux, eh bien, on sait qu'il y a eu des échanges entre ces deux espèces de façon assez régulière du point de vue de la génétique. Il y a à peu près 50 000 ans, ces Homo sapiens donc, qui sont déjà au Proche-Orient, on va les voir apparaître dans les moyennes latitudes. Et on associe leur dispersion à un type d'outillage qu'on appelle le Paléolithique superinitial, qu'on trouve vers 46 000, 45 000, non seulement en Europe de l'Est, mais aussi en Asie centrale et très très loin, jusque dans l'Altaï et en Mongolie. Et ces dernières années, alors le problème de cet outillage, c'est qu'on a très très peu de restes humains qui sont associés à ces sites. Et ces dernières années, on a travaillé dans un site qui est le site de Bachokiro, en Bulgarie, une grotte qui avait été fouillée déjà dans les années 70 et même un petit peu avant. Et donc, dans cette grotte, évidemment, ce qu'on cherchait à démontrer, c'est que cet outillage du Paléolithique superinitial était bien fabriqué par des hommes de type moderne. Et on a utilisé une méthode, qui est une méthode qu'on essaie de mettre en œuvre ici au Collège de France, qui est la zooarchéologie par spectrométrie de masse. Et je vous ai montré tout à l'heure un petit os de Denisovien hybride. Je vous ai dit, ça c'est un individu qui avait des parents Denisoviens néandertaliens. Et c'est vrai que ce petit bout d'os, c'était quand même impossible à reconnaître morphologiquement. Et en fait, ce qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, et plusieurs jeunes chercheurs ici au collège travaillent sur cette méthode-là, c'est d'utiliser la très grande masse d'ossements non identifiables qui sortent des gisements archéologiques pour extraire de ces ossements des petits échantillons de collagène. Et ces échantillons de collagène, quand on les analyse par spectrométrie de masse, eh bien, on peut définir à quelle espèce, moins à quel genre, ont appartenu ces différents ossements. Et alors ça, c'est formidable parce que ça ne coûte pas très cher, enfin, ça coûte un peu d'argent quand même, ça va assez vite et on peut traiter des milliers d'échantillons. Et en traitant des milliers d'échantillons, eh bien, on finit par trouver des ossements humains dans ces milliers de fragments fossiles humains qu'on n'aurait jamais pu identifier autrement. Et une fois qu'on a mis la main dessus, on peut faire de la paléogénétique, extraire de l'ADN, on peut aussi les dater directement. Et voilà ici des informations génétiques sur un de ces individus de Bachokiro qui vivait il y a environ 45 000 ans. Vous voyez que dans son génome, on retrouve aussi des petits bouts d'ADN néandertalien qui sont représentés en bleu, là, sur ces chromosomes. Alors, les toutes petites barres d'ADN néandertalien, ça représente l'introgression qui s'est passée au Proche-Orient. Donc, plusieurs milliers d'années avant que ces gens-là arrivent en Europe. Mais vous voyez aussi qu'il y a des grands morceaux d'ADN néandertalien, ces grandes barres bleues. Et ça correspond à une introgression locale. C'est pour ça que ces fragments ne sont pas encore divisés en tout petits morceaux. Et cette introgression a eu lieu seulement quelques générations avant le moment où ces hommes ont vécu. Donc on peut déterminer le nombre de générations. On voit qu'ils ont été en contact direct avec des néandertaliens. Et on voit aussi d'ailleurs autre chose, c'est que ces déserts d'ADN néandertalien, c'est-à-dire ces zones où on ne trouve jamais d'ADN néandertalien aujourd'hui, sont déjà présentes quelques générations après ce phénomène d'hybridation. Et ça nous montre que la sélection naturelle a été extrêmement brutale. C'est-à-dire que les individus hybrides qui avaient, si je peux dire, tiré le mauvais numéro dans cette loterie génétique, eh bien, peut-être ne sont même pas nés d'ailleurs, ils ont peut-être été éliminés avant la naissance, et puis n'ont pas eu de descendance. Alors on a maintenant plusieurs génomes comme cela, on travaille beaucoup sur cette période en Europe. Voilà un autre exemple, alors cette fois-ci en Tchéquie.
d'une femme, alors qui, elle, c'est très intéressant, parce que ça montre la complexité de ces phénomènes. Cette femme, elle porte de l'ADN néandertalien hérité de ses ancêtres du Proche-Orient, mais elle n'a pas de contact local avec les Néandertaliens. On voit qu'on a une histoire très très complexe. Ces premiers arrivants de l'Europe, ils vont être eux-mêmes remplacés plus tard par d'autres populations d'Homo sapiens, et nous n'avons pas de lien génétique avec ces premiers Européens modernes. Alors deux, trois choses quand même à signaler à propos de cette arrivée des sapiens en Europe. D'abord, ça n'a rien à voir avec le climat cette fois-ci, parce qu'on les voit arriver en Bulgarie d'un environnement qui est celui de la Norvège actuelle, à peu près. Donc, ce n'est pas un réchauffement climatique ou un verdissement qui les a amenés là. C'est probablement vraiment des facteurs démographiques et peut-être sociaux, culturels, qui font qu'ils connaissent cette forme d'expansion. Et en particulier, à Batchokiro, on a, vous vous souvenez, ces coquillages que je vous ai montrés au Proche-Orient. Alors ici, ce n'est pas des coquillages, ce sont des dents d'animaux percés, mais on voit apparaître ces objets non utilitaires dans le registre archéologique de ces hommes. Et encore une fois, ça traduit des comportements sociaux beaucoup plus complexes, des croyances, certainement. Voilà, de façon un petit peu amusante, deux couvertures de Nature qui correspondent à deux articles que j'ai faits. C'est le premier article que j'ai fait dans Nature en 1996. Et ça, c'est un article beaucoup plus récent. Et Nature ne s'est pas aperçu qu'on leur refilait deux fois la même couverture. Donc, ils ont pas fait pas trop traîner les pieds. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces hommes modernes qui apportent ces comportements en Europe sont en contact avec les derniers Néandertaliens. Et on va trouver chez les derniers Néandertaliens des objets absolument identiques. Et moi, je suis persuadé que c'est une forme d'acculturation, d'assimilation de ces dernières poches de Néandertaliens qui se mettent à faire des choses qu'ils n'ont jamais faites auparavant au contact de ces hommes modernes. Alors pour terminer, ce sera ma dernière diapositive. Donc je vous ai parlé de cette histoire de désert d'ADN néandertalien dans notre génome. Et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment attacher une grande importance. Dans ces déserts d'ADN néandertalien, on a un certain nombre de gènes. Alors là, on parle de gènes qui codent des protéines. On a un certain nombre de gènes pour lesquels tous les hommes actuels ont le même variant. Vous savez que pour les gènes, il y a un polymorphisme. Donc, si les individus pour un même gène vont avoir des petites différences d'un individu à l'autre ou d'un groupe à l'autre. Pour ces gènes-là, non. Tout le monde a le même variant. Et l'explication de ça, c'est que ces variants de ces gènes-là sont probablement d'une très très grande importance et que la sélection naturelle a absolument éliminé tous les autres variants. Et dans ces gènes, on a un certain nombre d'entre eux, sont soulignés en rouge ou en vert, qui sont liés au développement cérébral et au câblage de notre cerveau, à la connectivité de notre cerveau. Et c'est singulièrement dans ces zones-là, donc on ne trouve pas d'ADN néandertalien. Et il y a deux articles qui ont été publiés par mes collègues de Dresde et de Leipzig cet été, qui ont montré, grâce à des expériences sur des souris transgéniques et puis en fabriquant des tissus dans lesquels on insère les variétés de ces différents gènes, ont montré que la variété moderne de certains de ces gènes se traduisait par effectivement soit un plus grand nombre de neurones dans certaines zones du cerveau, soit une meilleure connectivité, une meilleure qualité de ces neurones. Et personnellement, je pense que
nos ancêtres en Afrique, ceux qui ont produit ces coquillages, sont engagés dans un type de comportement, en particulier sur le plan social, pas seulement sur le plan technique, et que ces comportements-là, eux-mêmes, ont créé des pressions de sélection qui, dans le fond, ont fait apparaître ce génome que l'on considère comme le génome des hommes modernes. Et au-delà d'un certain seuil, ces hommes qui, dans le fond, jusqu'à présent, n'étaient pas si différents du point de vue du comportement des Néandertaliens ou des Denisoviens, à partir d'un certain seuil, oui, il y a une différence qui s'est établie et qui fait que partout où ils sont allés, ils ont remplacé les populations locales, même si parfois ils les ont un petit peu absorbées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.